Quand on regarde les pages de l'Union européenne sur les traités, notamment sur la libre circulation des capitaux et des marchandises, ça nous dit la libre circulation des marchandises, ça a rapporté 386 milliards. Formidable. Mais moi, je ne les vois pas, les 386 milliards. Ni le gars de Bridgestone, il ne les voit pas non plus. C'est une institution qui est purement marchande, et donc qui est devenue, enfin qui a toujours été, mais ça commence à se voir gros comme une maison, un verrou antidémocratique et anti-changement social et anti-souveraineté populaire. Est-ce qu'on peut la changer? Non. Voilà. La réponse est simple, on ne peut pas la changer. Les traités sont faits pour que ça puisse pas être changé. Alors, mais si on peut pas les changer, très bien. Au revoir. Régis Portales, bonsoir, et merci d'avoir accepté notre invitation sur la chaîne UE Le Référendum. Vous êtes ingénieur en informatique et ancien élève de l'école polytechnique. Vous avez cofondé en 2019 le groupe X Alternative, qui réunit majoritairement des élèves et anciens élèves de l'école polytechnique. Et vous les appelez avec ce groupe à privilégier la politique pour mettre la technique au service du peuple et mettre à disposition leurs compétences pour organiser le changement de cap. Vous avez également participé à l'ouvrage collectif Résistons ensemble pour que renaissent des jours heureux, paru aux éditions Massot en 2020. Donc commençons par votre surgissement dans le débat public. Donc, on vous a vu prendre la parole place de la République fin novembre 2018 pour lancer un appel aux anciens élèves de Polytechnique et pour les inciter à se positionner dans l'histoire. Vous avez également, le 1er décembre 2018, participé à un défilé de Gilets jaunes où vous avez arboré votre uniforme de polytechnicien, ce qui vous a valu quelques déboires. Quel est le message que vous avez souhaité faire passer par ces mots et par ce geste ? Merci pour l'introduction, merci pour l'invitation. La question que vous posez, je me la pose moi-même toujours. En réalité, je n'ai toujours pas de réponse précise. Je pense que c'est un simple attachement à la justice. Le mouvement Gilets jaunes était un mouvement essentiellement de demande de justice et de demande de démocratie, même déjà à ce moment-là. Et c'est tout naturellement que j'ai pensé qu'il fallait s'y rattacher. Ce qui a été déclencheur, en quelque sorte, c'est la violence médiatique qui s'est abattue sur le mouvement très rapidement. À savoir que c'était des homophobes, des fascistes, tout ce qu'on voudra, alors que ça n'avait pas lieu d'être. Et comme je viens d'un peu partout, que ce soit au niveau social ou au niveau géographique, je m'y suis retrouvé, moi. Et je me suis dit, il faut les soutenir, mais je peux les soutenir en y allant, ou je peux les soutenir avec un symbole. Et qu'est-ce que j'avais comme symbole à disposition? C'était la grande tenue de l'école polytechnique. Donc, comme il se trouve que ça fait un moment que j'y pensais, d'amener ce symbole ailleurs que dans son sanctuaire qui est Carva ou l'école, je me suis dit, là c'est l'occasion, c'est le 1er décembre 2018, j'avais vu passer les 2 actes précédents, je pouvais pas le laisser passer. C'était splendide, historiquement, comme moment, et d'ailleurs c'est, pour moi, j'ai eu l'impression de vivre un moment historique, et je l'ai pas regretté. Donc ce que j'ai apporté, c'est, comme j'ai pu, et d'ailleurs à l'époque ça a été pas vu, ce qui a permis de le rendre visible, c'est la plainte, parce que sinon, à part quelques manifestants, personne ne l'aurait vu. Ce que j'ai apporté, c'est le soutien de corps constitués, qui sont, je pense, encore respectés en France. L'école polytechnique en fait partie. L'ENA, on ne peut pas dire ça. L'école polytechnique, on peut, à cause de son histoire longue. Et donc ce que j'ai apporté, c'est en quelque sorte un peu, avec humilité et un peu d'impertinence, l'esprit de Vanneau, l'esprit de l'école polytechnique telle qu'elle devrait être, à mon avis, c'est-à-dire au service du peuple, et pas telle qu'elle peut devenir quand elle devient Bernard Arnault, Serge Turuc, et ça, c'est ce que j'avais développé à République. Nous en sommes à 2 ans et demi maintenant du début des Gilets jaunes. Quel est votre bilan quand vous regardez cela entre finalement ce coup d'éclat en décembre 2018 et aujourd'hui? Quel est le bilan qu'on peut tirer de cet épisode? Du mouvement Gilets jaunes? Oui.
une grande victoire. Pour moi, on peut en tirer une très très grande victoire, qui est d'avoir fait exploser à la face des Français le fait que nous ne sommes pas en démocratie. C'est quelque chose qui n'a pas été relevé à mon avis, ou très peu, et pourtant, moi, ça m'a sauté aux yeux le 1er décembre 2018, quand j'ai vu les gens qui manifestaient, leur nature sociale, leur nature sociologique, leurs revendications qui, à l'époque, étaient quand même extrêmement simples. Il n'y avait que 3 slogans, hein. C'était la Marseillaise, la police avec nous et Macron démission. Donc c'était assez unitaire comme truc, quoi. Et quand on voyait le déferlement policier qu'il y avait en face, ça manifestait pour moi la preuve que nous n'étions pas en démocratie et que un ordre, comme l'a pu le dire Macron plus tard, se défendait contre son propre peuple. Et plus tard, j'en ai eu la confirmation définitive, et ça s'est montré à beaucoup de gens, c'est quand Macron a fait ses vœux le 1er décembre 2019, du coup, donc le 1er janvier 2019, donc au changement d'année 2018-2019, où là, c'était d'une violence infinie, et il réduisait le mouvement à des sortes de factions politisées, séditieuses, hein, alors que c'était un grand mouvement populaire. Et c'est une scène qu'on voit dans le film de Ruffin, vous savez, Je veux du soleil, où à un moment, on voit cette fille du Sud-Est, là, qui dit qu'elle a eu les larmes aux yeux en voyant les vœux. Et moi, c'est pareil, je me suis dit, mais qui est cette personne qui résume ce grand mouvement populaire à ça, quoi. Et donc, pour moi, la grande victoire du mouvement des Gilets jaunes, c'est pas des aides aux salariés, c'est pas tout ça, c'est d'avoir fait éclater cette réalité-là à la face des Français, le fait que nous n'étions pas en démocratie. Aujourd'hui, le mouvement, il est affaibli. Je ne sais pas s'il existe réellement. En fait, si, j'ai quand même pas mal de contacts encore dedans. Pour moi, il est latent. C'est-à-dire qu'il attend de renaître. Et il est encore diffus dans la société. Et pour savoir si c'est encore le cas ou pas, il suffit d'aller sur des ronds-points. Moi, j'y vais pas, mais j'ai des copains qui y vont, qui disent quand on organise un rond-point, les gens klaxonnent et disent merci. Donc le soutien, pour moi, il est encore là. Le désir de changement, il est encore là. Et il suffit d'attendre que ça revienne. Donc vous avez évoqué notamment les forces de l'ordre. Quelle est votre opinion sur la gestion des forces de l'ordre, en général et particulièrement depuis l'épisode des Gilets jaunes? Et est-ce que vous mettez ça en lien avec la loi de sécurité globale qui a été récemment adoptée? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de dérive sécuritaire assez inquiétante à ce titre-là, qui confirme un peu le fait que nous ne serions plus en démocratie? La gestion des forces de l'ordre, il suffit d'avoir été en manif pour l'avoir vu. Moi, une des premières choses que j'ai vues le 1er décembre 2018, c'est une camionnette de police chargée dans la foule à, je sais pas à quelle vitesse, mais 30-50 à l'heure, entourée d'une pluie de lacrymogènes. C'était incroyablement dangereux, et à ce moment-là, je me suis dit, il va y avoir des morts. Il n'y en a pas eu, coup de chance. Et j'étais dans le vif de l'action, donc j'ai pas analysé. Depuis, il s'est passé 2 ans, et il se trouve que j'y ai un peu réfléchi, j'ai rencontré des tas de gens, des CRS, des anciens sous-préfets, Laurent Bigot, Laurent Nguyen, avec qui on a essayé de travailler un peu, notamment sur une note à paraître pour le groupe de réflexion Intérêt Général dans lequel je suis au conseil scientifique. Et ça a été une gestion du maintien de l'ordre politisée. Alors ça va être une réponse très longue que je vais vous faire, je pense, parce que politisée, et ça s'est su assez rapidement quand je crois que c'est Le Monde a sorti les notes de la préfecture sur la répression du mouvement du 8 décembre, où ils ont dit, ce qui est sorti, c'est policiers, défoncez-les, ça fera réfléchir les autres. Je crois que dans le texte, c'est à peu près ça, hein. C'est rentrez-leur dedans, ça fera réfléchir les autres. Donc ça a été, de la violence déchaînée par le politique sur un mouvement populaire. À un moment, on peut se poser la question du rôle des policiers, du rôle de la police. Je pense qu'il y a
un problème structurel au sein de la police, mais qu'il n'est pas forcément relié aux policiers individuels. C'est là que c'est compliqué. Je pense, et c'est ce qu'on a pu développer dans une conférence chez Ex-Alternative avec Laurent Bigot et Bertrand Cavalier, que c'est un problème de hiérarchie et de structure des choses. C'est-à-dire que la police aujourd'hui, et la gendarmerie d'ailleurs, depuis les réformes Sarkozy, je crois, relève du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire du pouvoir politique. Et donc, par la force des choses, défend l'ordre, comme a pu le dire Macron d'ailleurs après. Elle défend un ordre qui n'est pas un ordre républicain, qui est un ordre capitaliste, qui est un ordre une organisation du pouvoir, qui est aujourd'hui celui-là. Et les biais de sélection se font sur le recrutement des policiers, leurs missions, leurs ordres. Et le problème, pour moi, vient essentiellement à la fois du politique et de la hiérarchie. Le problème dont je parlais tout à l'heure, à savoir que la police dépend du politique, c'est un problème structurel qu'il faut résoudre et qui nous a été montré pendant ces grands actes de Gilets jaunes. Et d'ailleurs, ça va avec la justice. La justice s'est abattue sur les Gilets jaunes, mais comme, je sais pas comment dire, mais méchamment, quoi. Et ça a été la résurrection des lettres de cachet. Il y a eu je sais pas combien d'incarcérés, des gens qui n'avaient pas de cachet, qui n'avaient pas de casier, qui sont allés en prison, qui sont allés en comparution immédiate, en mandat de dépôt. La justice, j'y connais rien, la police, j'y ai plus travaillé. La police devrait être indépendante du pouvoir politique et devrait être au service des citoyens, donc une organisation démocratique. C'est pas ça qu'on a, et ça nous a été montré. Ce qu'on a, c'est une organisation au service d'un ordre, qui n'est pas celui qu'on veut, justement, puisqu'on conteste cet ordre. Je sais plus quelle était la question exactement, mais j'ai envie de parler d'une proposition qui n'est pas tellement défendue. C'est que pour que la police soit une organisation démocratique, c'est-à-dire que les policiers fassent leur travail au service des citoyens et soient défendus en tant que citoyens en même temps, puisque ça va ensemble, il faudrait qu'elle soit indépendante de l'exécutif. Et pour ça, il y a une mesure qui est très bien, qui s'appelle la conscription. Il faut du lien entre la population et les policiers, et pour avoir ce genre de lien, il faut que les citoyens participent des missions de police. Voilà. Alors élargissons un peu à, non pas seulement aux Gilets jaunes, mais à l'ensemble de la France. Il y a un délitement social qui a cours depuis des années, et qui s'accélère. On l'a vu récemment, il y a eu Whirlpool, ArcelorMittal, Bridgestone, etc. Comment voyez-vous ça? Et comment pensez-vous que la France peut s'en tirer? Alors, ça, il se trouve que je commence à connaître un peu, parce que j'anime un collectif qui s'appelle Plan de licenciement, où on les répertorie, on est à 310, je crois, là, depuis septembre. C'est une catastrophe, il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est une catastrophe. On est aujourd'hui, ça y est, je crois, le pays le plus désindustrialisé d'Europe, même derrière la Grèce. Donc on est mal, et ça continue. Et quand on regarde ce qui est fait, la réponse, c'est rien. Donc c'est pas compliqué. Il y a il y a plusieurs cas qui sont emblématiques. Il y a Bridgestone, bien sûr, où barrez-vous, allez-y, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais il y a des cas qui sont plus critiques, parce qu'après tout, Bridgestone, c'est vraiment un groupe étranger qui s'en va. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire à part de la diplomatie? Il y a des cas qui sont beaucoup plus exemplaires pour moi de la faillite, la faillite complète de l'État dans le domaine. Le premier, c'est Alstom, où on vend un truc extrêmement stratégique aux Américains dans des conditions qu'on peut qualifier de douteuses, avec des politiques impliquées de façon un peu douteuse. J'espère qu'aucun magistrat ne regardera ça. Alors que c'est absolument fondamental pour notre indépendance énergétique, c'est fondamental pour les centrales nucléaires, pour les sous-marins nucléaires, pour les barrages hydrauliques. Et il ne se passe rien, les syndicats sur place sont en lutte permanente, c'est manifestation sur manifestation, grève sur grève.
des politiciens vont y aller, vont dire un blabla, vont repartir, et il ne se passera rien. Un deuxième cas qui est exemplaire, c'est Nokia. Nokia, c'est 285 millions d'aides publiques sur 5 ans, essentiellement en crédit impôt recherche, et ils décident de licencier 1100 et quelques personnes. Finalement, après négociation, ça devient 980. C'est des ingénieurs, c'est des chercheurs qui travaillent sur des problématiques d'actualité, la 5G, la 6G, qu'en parallèle, on nous annonce vouloir déployer dans tout le pays, et on laisse partir le groupe, qui est par ailleurs un ancien fleuron des télécoms français. Et le dernier, mais je reviendrai peut-être à la fin, c'est Schneider qui ferme ses usines de production en électricité moyenne tension, à un moment où on voit que nos chaînes de dépendance industrielles, elles sont quasi rompues. On ne peut plus importer beaucoup de choses qui viennent de Chine, des composants, même des polymères. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe strictement rien. Donc pour moi, on est en état de faillite institutionnelle face au problème. Et ils peuvent aligner tous les discours qu'ils veulent. La réalité, c'est celle-là. C'est une faillite institutionnelle. Et ils ne font rien. Donc le tableau est particulièrement désespérant. Il y a des tas de choses à faire, mais pour ça, il faut une sacrée volonté politique, il faut un pouvoir exécutif, il faut une légitimité populaire. C'est pas gagné, quoi. Donc, La faillite des élites, la démission en quelque sorte du pouvoir, on la constate également aujourd'hui, non pas seulement au niveau industriel, mais aussi au niveau sanitaire. On voit que la crise sanitaire a été très mal gérée, semble-t-il. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est-à-dire, est-ce que le problème est-il structurel? Le problème vient-il des personnes qui sont au pouvoir? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Alors le problème pour moi est toujours structurel. La question c'est de quel niveau de structure on parle. Quand on parle par exemple de la gestion des masques, qui est un cas pas très compliqué, quoi. Il faut produire des masques, c'est pas des objets très complexes. Faut voir comment ça a été géré. Il se trouve qu'il y a un article dans La Jaune et la Rouge, qui est la revue des anciens de l'école, qui est très bien, qui a été écrit par deux élèves actuels du corps des mines, qui se sont fait appeler par le Premier ministre, je crois, enfin par le cabinet du Premier ministre, pour gérer la question de l'approvisionnement des masques. Je vais arriver à une généralisation un peu plus tard. Donc ces gars-là, qui sont élèves du corps des mines, ils doivent avoir, je sais pas, 25 ans, 26 ans, se sont retrouvés à 2, puis à 3 et maximum 5, à gérer l'approvisionnement en masques de toutes les entreprises françaises. Évidemment, ils n'ont pas réussi, enfin ils ont fait ce qu'ils pouvaient, quoi. Ils étaient 3, ils n'étaient pas expérimentés, ils avaient 25 ans, il fallait négocier avec les ambassades partout pour faire des importations, lancer de la production, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et ils l'ont fait, je pense, avec tout le bon cœur qu'ils ont pu avoir. La question que ça pose pour moi, c'est pourquoi on n'avait pas déjà des gens qualifiés, expérimentés en chaîne d'approvisionnement au sein de l'État? Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas des gens experts de la filière textile, puisque je pense que c'est essentiellement ça qui sert à produire des masques, ou de la filière chimie, pour produire des masques? En fait, c'est exemplaire de tout le reste. La compétence a été évacuée de l'État, du fait de transformation néolibérale depuis 40 ans. La compétence a été évacuée et externalisée au privé. Et donc au sein de l'État, en fait, on se retrouve à avoir plein de gens qui écrivent des papiers, pour écrire d'autres papiers, à d'autres gens qui, à nouveau, écrivent des papiers, mais au final, la compétence réelle, la compétence d'ingénierie, la compétence sur les chaînes d'approvisionnement, sur la compétence de filière, sur du textile, de la métallurgie, n'importe quoi, en réalité, je pense qu'on ne l'a plus du tout. C'est une conséquence pour moi d'une volonté, à savoir d'évacuer les capacités techniques de l'État vers l'extérieur, vers le privé, qu'on a pu voir par exemple sur les contrats McKinsey sur la gestion de la stratégie vaccinale, plutôt que nous-mêmes avoir les compétences épidémiologiques ou pharmaceutiques, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, au sein de l'État, eh ben on l'a confié à du privé. Privé qui par ailleurs fait peut-être bien, probablement pas bien de ce que je vois de la réalité, mais en tout cas, on n'a plus les choses. Donc pour revenir à la généralité de la question,
on se retrouve avec un État qui est désarmé, et qui a été désarmé volontairement, pour l'affaiblir le plus possible, à part dans quelques domaines qui restent reliés à la défense, à la police et à la justice. Tout le reste a été purgé. Même au sein comment ça s'appelle, de la capacité hospitalière, par exemple, on se retrouve avec des hôpitaux gérés par des gestionnaires, enfin par c'est pas des énarques, mais c'est des sortes d'énarques qui sont des gestionnaires, qui n'ont aucune connaissance de la médecine. Sur les cabinets dans panier rudaché dans l'industrie, ils y connaissent rien. Quand on discute, j'essaie de discuter de composants, de numérique avec des gens qui sont là-dedans, en fait ils n'y connaissent rien, ils savent pas ce que c'est un processeur, et donc on est avec un État qui est devenu complètement fantoche. Moi j'aime bien faire la comparaison avec la chute de l'URSS, c'est-à-dire l'État produit des papiers pour d'autres papiers pour d'autres papiers, mais à la fin il se passe rien. Et donc le pays tient parce qu'il tient encore, hein, par la bonne volonté des gens. Si les hôpitaux ont tenu, c'est parce que les infirmières, les toubibs, ils ont fait leur boulot comme ils pouvaient. Si l'école a tenu, c'est parce que les enseignants, les profs d'université, ils ont essayé de gérer chacun à leur échelle, de s'acheter un truc, de s'acheter du matériel de visio, de se passer les gens, de faire les cours là où ils pouvaient. Mais de là-haut, il n'y a plus rien. Donc c'est... comment l'expliquer sociologiquement? Enfin, je sais pas. C'est une sorte de mouvement de fond de destruction de l'appareil public. Mais de là... et de distribution du pouvoir à des firmes transnationales, hein, de là à en faire quelque chose un véritable tableau, je vois pas. Je pense que c'est vraiment structurel, c'est plein de choses qui s'entrelacent les unes dans les autres. C'est une bourgeoisie qui n'a plus l'intérêt national en tête, si elle l'a déjà eu depuis les années 60, on va dire. C'est des élites intellectuelles qui sont complètement perchées et à côté de la plaque, et qui n'ont même pas des réflexes logiques de dire ah bah, s'il nous faut des masques, il faut des usines de masques, hein, ce genre de choses simples, quoi. Et un État détruit. Voilà, mais tout ça, ça va un peu ensemble, hein. Je sais pas quelles sont les mesures de volonté, enfin quelles sont les parts de volonté, les parts de démission, les parts de faiblesse. Je pense que tout va un peu ensemble. Dans la description que vous faites, malgré tout, il semble qu'il se dégage quand même une sorte de fond de résistance, de résilience, comme on dit aussi aujourd'hui, du peuple français, c'est-à-dire quand même, et ça se greffe un peu avec les Gilets jaunes. Donc est-ce qu'il n'y a pas là-dedans un espoir à avoir en se disant, bon, bah, malgré tout, le peuple peut redresser la barre, quoi. S'il prend en main son destin, s'il décide Bien sûr, de balayer un peu tout ça, quoi. bien sûr, c'est la clé. C'est la clé, c'est que les gens, on les dégage tous, quoi. Et alors, c'est là que c'est compliqué, c'est comment on fait, quoi. Parce que les Gilets jaunes, ils ont fait fort, mais ça n'a pas suffi. Donc qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a manqué? Il y a un passage de Lordon dans Imperium, qui est un très bon bouquin, qui pour moi est un socle intellectuel en termes de philosophie politique, qui est un corps politique n'est capable de faire que ce qu'il est capable de faire. C'est un peu une tautologie, mais autrement dit, il n'a que ce qu'il mérite. Donc quand la France se retrouve avec François Hollande, bah, c'est qu'elle ne méritait pas mieux que François Hollande. Quand la France a les Gilets jaunes, mais que les Gilets jaunes ne prennent pas l'Élysée, ne lancent pas une constituante, ne font pas le serment du jeu de paume et ne lancent pas le comité de salut public, bah, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire ça, en fait. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas? Bah, je pense que parce qu'intellectuellement, ils n'étaient pas prêts. Enfin, on n'était pas prêts. On n'était pas capable d'envisager réellement de prendre la main sur les choses. Qu'est-ce qui manquait? Il manquait plein de choses. Il manquait le soutien des corps constitués. Il n'y a pas eu grand monde. Maintenant, ça vient. Il commence à y avoir du monde. À avoir en manif, j'en ai vu, des petits patrons, des intellos, des profs d'université, j'en ai vu. Il manquait un soutien intellectuel, où ça a été extrêmement minoritaire, le soutien intellectuel aux Gilets jaunes, pour
pour en quelque sorte armer intellectuellement le mouvement et lui donner, lui éviter de réinventer la roue, parce que les Gilets jaunes ont quand même beaucoup réinventé la roue. Et puis il manquait la croyance dans le fait qu'il est possible de reprendre la main sur les choses. C'est là que, quand on regarde un petit peu sur quelques années, on se dit, en fait, les choses évoluent quand même dans le bon sens. J'ai l'impression que les gens maintenant, malgré le tableau Covid extrêmement déprimant, le choc dans lequel on est tous, où ça devient difficile de se mobiliser, ça devient difficile de faire des choses, la capacité intellectuelle de reprendre la main sur les institutions et de reprendre la main sur notre propre destin, en fait, est devenue plus prégnant. Je pense qu'aujourd'hui, si les mêmes gilets jaunes de l'époque de décembre 2018, vous les remettez aujourd'hui au même endroit, dans les mêmes situations, je pense qu'aujourd'hui, ils prennent l'Elysée. Ou alors, ils en sont pas loin. Parce qu'ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup réfléchi, ils ont beaucoup appris, ils ont beaucoup lu, et ils ont pris conscience de la réalité des choses. Donc, tout notre travail politique, pour moi, c'est ça. C'est encourager c'est un truc que fait François Boulot en ce moment beaucoup, je crois, c'est encourager le travail politique des gens au plus possible, pour qu'ils sachent qu'en réalité, ils sont citoyens, ils sont libres, et ils peuvent décider de leur propre destin. Alors, l'une des grandes revendications un peu centrales, phares, hein, des Gilets jaunes, c'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Oh, c'est une revendication phare, ouais, c'est un truc important. Pour moi, on va dire, c'est un socle, enfin c'est la base, quoi. Il faut au moins ça, quoi. Il faut pouvoir s'autosaisir des institutions, il faut pouvoir s'autosaisir de la loi, il faut pouvoir s'autosaisir de révoquer des élus, des représentants, puisqu'un représentant qui n'est pas chassable, en fait, devient autre chose qu'un représentant, mais devient quelqu'un d'installé. Et il faut toujours se saisir être capable, en tant que corps politique, de garder le contrôle sur les choses, de garder le contrôle sur les institutions. Donc le RIC, c'est la base. Est-ce que c'est l'alpha et l'oméga? Non, ça suffit pas. Mais si on avait réussi à commencer par là, ça aurait été une grande victoire. La preuve, c'est qu'on l'a pas eu. Donc est-ce que ça suffit? Non. Moi, ce pourquoi je me bats politiquement comme je peux, c'est la démocratie réelle, la démocratie totale. Et ça va encore plus loin que le RIC. C'est la démocratie dans l'entreprise, la démocratie au travail, la démocratie sur les moyens de production. Mais le RIC, oui, c'est un premier pas qui est essentiel pour moi. Et c'est pas pour rien que les gens se sont battus comme des chiens pour essayer de l'avoir. Alors, la démocratie, évidemment, tout ça c'est très bien, mais malheureusement nous sommes dans un système supranational qui s'appelle l'Union européenne. Et à ce sujet, vous avez signé récemment la pétition UE exigeant référendum, donc sur référendum-ue.org. Pourquoi l'avez-vous signé et quelle est votre opinion de l'Union européenne? Alors, les deux réponses vont ensemble. Je l'ai signé parce que je déteste l'Union européenne. Donc, c'est simple. Alors, je vais quand même élaborer un petit peu. L'Union européenne, pour moi, est un objet institutionnel qui est structurellement nocif aux intérêts des Français et aux intérêts de la France. Et pas que, d'ailleurs, c'est structurellement nocif aux intérêts des peuples du monde entier. Parce que ça sacralise le libre-échange, le libre-échange des marchandises, le libre-échange des capitaux. Ce qui est pour moi l'horreur absolue. Au-dessus de ça, il y a un truc qui est pour moi encore pire, c'est la valorisation en tant que... Je devrais réussir à faire une phrase compliquée, mais j'y arriverai pas, je pense. En tant que valeur cardinale de la valeur monétaire. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, les pages de l'Union européenne sur les traités, notamment sur la libre circulation des capitaux et des marchandises, ça nous dit la libre circulation des marchandises, ça a rapporté 386 milliards. Formidable.
mais moi, je les vois pas, les 386 milliards. Ni le gars de Bridgestone, il les voit pas non plus. Et en fait, c'est une institution qui est purement marchande, et donc antidémocratique, antinationale au sens souveraineté nationale, et donc qui est devenu, enfin qui a toujours été, mais ça commence à se voir gros comme une maison, un verrou antidémocratique et anti-changement social et anti-souveraineté populaire. Est-ce qu'on peut la changer? Non. Voilà. La réponse est simple, on ne peut pas la changer. Les traités sont faits pour que ça puisse pas être changé. D'ailleurs, il y a des gens très malins comme Jacques Attali qui expliquent pourquoi, en disant on a fait les traités pour qu'on puisse pas les changer. Donc il y a un moment, faut les écouter, dire si on peut pas les changer, très bien. Au revoir. Donc si on veut pouvoir, à mon avis, reprendre la main sur notre destin collectif, ce qui est le sens de la politique quand même, hein, c'est comment bien vivre ensemble, hein, même si j'aime pas l'expression vivre ensemble, mais comment bien vivre de la façon dont on veut vivre, eh ben, il faut faire sauter tout ce qui nous empêche de le faire. Et les traités européens nous empêchent de le faire. Est-ce qu'on veut pouvoir faire une politique sociale? On ne peut pas. Est-ce qu'on veut faire du protectionnisme? On ne peut pas. Est-ce qu'on veut taxer les gens étrangers? On ne peut pas. Donc, à un moment... voilà. Alors, pourquoi j'ai signé la pétition? Parce que c'est assez personnel. C'est Philippe Comte qui m'avait contacté pour la signer. Et il se trouve que c'est un gars que je trouve bien, qui est plutôt raisonnable, qui a des positions politiques assez sûres, et que je trouve sympathique par ailleurs. Et donc je lui dis, mais bien sûr, aucun problème, hein, ça va dans le bon sens, ce truc-là, il faut le dégommer, donc je signe avec vous. Et que diriez-vous aux Gilets jaunes ou aux gens qui se reconnaissent dans ce mouvement pour justement s'intéresser à cette pétition et pour la signer? En quoi est-ce que ça s'articule avec leurs revendications? L'Union européenne bloque leurs revendications. La réalité, c'est que les traités européens sont au-dessus de la Constitution en France. Un gilet jaune, normalement, ce qu'il veut, c'est avoir la main sur la Constitution, avoir la main sur les institutions, depuis le temps que le mouvement a travaillé. Or, ce n'est pas possible dans un cadre Union européenne. Donc, si on est logique, parce que j'essaie toujours d'être logique dans les choses, il y a un mur en pierre, et là-bas, il y a des choses qu'on voudrait faire, il faut passer au travers. Donc, est-ce qu'on peut passer à droite? Est-ce qu'on peut passer à gauche? Est-ce qu'on peut passer au-dessus? Je sais pas, mais il faut passer de l'autre côté. Donc, si cette pétition est un moyen de propager de propager la parole qui dit que les institutions européennes sont un problème, que vous le voyez d'un point de vue, on va dire, souveraino-gaulliste, ou d'un point de vue qui est plutôt le mien, on veut la République sociale, ben aucun problème. Mais à un moment, il faut franchir le mur, sinon vous aurez ni l'un ni l'autre. Et quelle est la position des étudiants des grandes écoles, des gens qu'on nomme l'élite en quelque sorte, sur cette question-là, à la fois du référendum d'initiative citoyenne et du référendum de manière générale, et vis-à-vis de la France dans l'Union européenne? Alors, je pense que c'est la même que sur les Gilets jaunes. C'est-à-dire que vous aurez une immense majorité qui sera dans on va dire, la cocotte tiède de l'Union européenne, c'est bien, sans jamais s'être posé vraiment la question, parce que c'est bien, et parce qu'on y a été mais la tête sous l'eau pendant toute notre scolarité, et pendant notre vie professionnelle, et qu'en réalité, ils ne se sont jamais posé la question, ni des traités, ni même d'un truc aussi simple que qu'est-ce que c'est la souveraineté populaire. Je pense qu'ils ne sont pas là. On leur a dit que c'était bien, c'est Erasmus, voilà. Donc je pense que la grande majorité, c'est ça. C'est comme par rapport aux Gilets jaunes, mais qu'est-ce que c'est ces gens violents? On est en démocratie, enfin, voilà. Et puis vous avez une minorité qui grossit, qui va être capable de dire l'Union européenne est un problème, on ne peut pas la changer, donc il faut en sortir, ou en tout cas, ou la détruire, ou quelque chose, quoi. Et là, il commence à y avoir pas mal de monde, ça grossit petit à petit. Chez X Alternative, par exemple, on est 200,
Dedans, il y a encore des gens qui, je pense, sont un peu dans la soupe un peu eurobéate, mais c'est pas grave, hein, petit à petit, ils réfléchissent. Vous avez un collectif qui s'appelle Les Infiltrés, où ils sont plusieurs centaines, eux, mais pas que des X, il y a un peu de tout. C'est des gens qui sont essentiellement en position de hauts fonctionnaires ou de cadres du privé, qui, eux, vont se retrouver très critiques vis-à-vis des institutions et qui se sont retrouvés très vite du côté des Gilets jaunes aussi. Vous avez un gars très bien qui s'appelle Jérémy Désir, qui a monté une association qui s'appelle Vous n'êtes pas seul, et il a fait un coup d'éclat extraordinaire. Il s'est barré d'HSBC à Londres en écrivant une lettre en disant la finance est incompatible avec le climat. Et puis il a monté une assoce pour encourager d'autres gens à faire comme lui, il en a trouvé d'autres. Et alors lui, il est très, très écolo, donc c'est le côté écolo qui l'emmène à être contre le libre-échange, donc à être contre l'Union européenne. Voilà. Et puis il y en a beaucoup, et comme ça, il y a un think tank très bien dont je parlais au début, qui s'appelle Intérêt Général, qui a écrit une excellente note sur le sujet, sur comment en sortir. Parce qu'en réalité, la question est complexe, on est quand même tenu par la monnaie, par les traités, et pourtant il faut sortir. Donc, et ces gens-là, ils se sont basés sur beaucoup de travaux qui avaient été menés avant, donc des travaux de chapitre 2, des travaux de Coralie Delhomme, des travaux de l'UPR, je ne connais pas assez, mais sans doute, des travaux de Frédéric Lordon, des travaux de plein de monde, pour dire, alors voilà, si on veut sortir, en vrai c'est très compliqué, et qui ont vraiment réfléchi à la question d'un point de vue de... Il y a même dedans des gens qui s'y connaissent en droit constitutionnel, en droit international. Et donc, en gros, pour résumer, voilà, la grande majorité, ça reste du tiède, hein, faut pas se mentir, mais la petite partie, la petite élite éclairée, on va dire, grossit. Et il faut essayer de continuer à la faire grossir. Et ça prend beaucoup de travail. Et auriez-vous un discours à leur transmettre, ou en tout cas des éléments qui permettraient de les mobiliser pour ce genre de campagne? Alors, c'est pas facile parce que moi je me retrouve relié à plein de collectifs très différents. Donc je peux pas. C'est difficile de donner une réponse unique. Moi, le message que je donnerais, c'est il faut toujours avoir un rapport à la politique qui est un rapport de logique. Et pas que. Donc je me base là-dessus, je dis ça en me basant sur ma formation intellectuelle, qui est une formation de mathématiques, même si je suis allé qu'en master, mais il faut essayer toujours d'envisager des structures, hein, comme on fait en maths, c'est-à-dire on a des objets qu'on essaie de décrire le plus précisément possible et le plus généralement possible en même temps, pour en tirer des propriétés. Quand on réfléchit à la politique, c'est pareil. Pour moi, il faut essayer de voir où sont les généralités pour restreindre le nombre d'hypothèses de travail sur lesquelles on peut réfléchir sereinement ensuite. Si on essaie d'embrasser toute la société dans son ensemble, on n'y arrivera pas, c'est pas possible. Donc, faut essayer de voir où sont les choses importantes. Quelles sont les choses importantes pour moi? C'est la domination de la propriété privée, qui s'incarne dans la domination financière, qui même transpire dans l'État, qui elle-même s'incarne dans les supranationales, qui elle-même s'incarne dans les institutions qui verrouillent tout ça ensemble, à savoir l'Union européenne, l'OMC, etc. Donc, si vous essayez d'être cohérent dans votre logique politique, si vous vous dites il faut être écologiste, c'est simple, il faut faire sauter l'UE. Parce que l'UE est profondément anti-écologique. Si vous êtes démocrate, et que vous voulez qu'un homme envahisse un autre, même jusqu'au point où c'est dans l'entreprise, l'UE s'y oppose frontalement. Donc il faut la faire sauter. Si vous êtes souverainiste français, y compris de droite, là, c'est évident, l'UE vous écrase la gueule jusque dans l'inscription de Maastricht dans la Constitution. Donc il faut la faire sauter. Et en fait, quel que soit le bout où vous prenez les choses, vous en arrivez à la même conclusion. Mais essayez de faire cette logique-là, d'arriver jusqu'au point de blocage, en fait, qui rende
qui rendent votre logique de pensée impossible? Qu'est-ce qui vous empêche, institutionnellement, de mener les actions que vous voudriez? Et à la fin, en général, il y a l'UE, et derrière l'UE, il y a encore d'autres choses, mais... Il y a un autre public également, c'est le public des jeunes, des étudiants essentiellement, qui, pour la plupart d'entre eux, n'ont connu que l'euro, que l'Union européenne, et qui ont connu, c'est vrai, une sorte d'enseignement scolaire très, très orienté, on va dire. Comment on peut toucher cette couche-là de la population, et qu'est-ce qu'on peut leur dire pour qu'eux-mêmes, pareil, se mobilisent sur ces questions, sur cette pétition, et pour obtenir un référendum sur l'Union européenne? Ça, il se trouve que je suis en contact avec pas mal de jeunes, bon, qui sont pas très représentatifs, hein, c'est des polytechniciens, mais quand même. Eux, leur grande sensibilité, c'est l'écologie. C'est changement climatique, effondrement environnemental, etc. C'est vraiment très, très, très important pour eux, et c'est ce qui mobilise la plupart du temps leurs affects politiques. Là, c'est pareil, voilà, le traité avec le Mercosur, le traité avec tout un tas de pays, même, je sais plus à quel moment, là, Macron allait vendre des cochons aux Chinois, il suffit de voir que la libre circulation des marchandises, la libre circulation des capitaux, c'est profondément anti-écologique. Quand on envoie des poissons de Norvège jusqu'en Chine pour qu'on les empaquette et qu'ensuite ils reviennent en France, voilà, la question est résolue, quoi. Il faut empêcher de faire ça. Comment on empêche de faire ça? En restreignant la liberté de circulation des marchandises. Et comment on fait? En changeant les traités, sauf qu'on peut pas, donc terminé. Et puis, les exemples manquent pas, quoi. Si vous voulez, dans le cas du numérique, par exemple, il y a un moment, faut faire payer les GAFA, que j'appelle plutôt les Big Tech maintenant, parce que c'est autre chose. Parce que les data centers géants d'Amazon et de Microsoft, ça pollue comme pas possible, parce que Netflix, c'est 25% de la bande passante en France. Comment vous pouvez faire? Il faut restreindre la libre circulation des capitaux, sauf que ça, c'est sanctuarisé. Et est-ce qu'on peut la changer? Non, donc on arrive à la même conclusion. Il faut faire sauter les verrous. Et enfin, non pas question, mais dernier public auquel il faut s'adresser. Vous avez une sensibilité de gauche marquée, bien marquée, et il se trouve que la question de l'Union européenne dépasse largement le clivage droite-gauche. Donc que diriez-vous à des gens engagés à gauche qui seraient intéressés par cette pétition, peut-être des gens qui pourraient la soutenir également publiquement comme vous l'avez fait, mais qui se refusent en quelque sorte à le faire parce qu'elles refusent d'être associées à d'autres personnes qui soient de droite, par exemple? Oui. Comment leur faire comprendre que là c'est un enjeu qui dépasse... alors pour moi, ça dépasse pas. Hein. C'est juste autre chose. C'est-à-dire que alors, je vais y répondre un tout petit peu après, mais pour moi, ça dépasse pas la question du clivage gauche-droite, qui pour moi reste fondamentale. À la fin, on est de gauche ou on est de droite, même si Macron a voulu faire croire le contraire, c'est pas vrai. Qu'on soit de gauche ou de droite, par contre, il faut vouloir en sortir. Bon. La question, c'est est-ce que j'ai envie d'en sortir avec la droite? Non, parce que ça dépend ce que vous voulez faire ensuite, quoi. La droite, je sais pas, moi. Et vous, la droite, est-ce que vous voulez faire la même chose que moi à gauche? La réponse est probablement non, donc on n'est pas d'accord. Pour autant, il faut dégommer la bête. Donc, comment on fait? Si nous, à gauche, on s'investit pas dans le sujet, et il y a quand même beaucoup de gens qui se sont investis, on laisse la question à la droite. Ce qui ne va pas. Parce qu'il faut qu'on traite la question de notre propre point de vue politique, qui est « il faut sortir pour faire une démocratie sociale, une république sociale ». Et si on laisse la question à la droite, la question de la sortie devient une question de droite, et donc le public de gauche n'est plus intéressé par la question, et se dit finalement l'Europe sociale, pourquoi pas, quoi. Donc pour moi, il ne s'agit pas
voilà, il ne faut pas laisser la question d'un bord ou à un autre, ce qui ne veut pas dire qu'elle est au-dessus du clivage, mais que le clivage peut justement se servir de sa propre rivalité, en quelque sorte, politique, pour taper des publics différents, chacun à sa façon. À gauche, ça va être, si on veut la République sociale, il faut faire sauter l'UE. À droite, ça va être, je sais pas, moi, je connais pas assez les discours de droite, mais si on veut restaurer la grandeur de la France, il faut détruire l'UE. Et on parle pas de la même façon à des publics différents. Donc c'est pour ça que moi, en y réfléchissant, je suis venu vous parler, parce que je pense pas pouvoir être associé à François Philippot politiquement, par exemple, c'est pas possible. Enfin, il faudrait vraiment aller le chercher très très loin. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Lui, il fait son travail de son côté, je suis pas trop, c'est pas mon sujet. Lui non plus doit pas suivre ce que je fais moi. Mais à la fin, pas le point de jonction, mais le point sur lequel on bute tous dans nos projets politiques communs, respectifs, pardon, bah, c'est la question des institutions. Et donc, si on veut pouvoir mener à bien chacun notre propre projet, il faut reconquérir les institutions. Et après, bah, chacun d'être le plus désirable possible. Moi, je me bats pour que ce soit un projet de gauche qui soit le plus désirable possible. Et puis, inversement, ce sera le parallèle à droite. Très bien. Alors, j'ai une dernière question, plus personnelle, hein, vous y répondez ou non. Enfin, personnelle, mais pas scandaleuse. Vous avez récemment tweeté un extrait de votre lettre de candidature, je crois que c'était au mois de mars, au conseil d'administration de l'École Polytechnique. Donc la question, pourquoi avez-vous candidaté? Alors d'abord, est-ce qu'il y a eu une suite? Et pourquoi avez-vous candidaté au conseil d'administration de l'École Polytechnique? Il y a une suite, il y a une sorte de mini-campagne. Pourquoi j'ai candidaté? Parce que c'est une copine qui m'a proposé. Et après, du coup, j'ai dû réfléchir à pourquoi je candidatais. Et la réponse, c'est que elle tient un autre tweet, qui est c'est une institution assez petite pour pouvoir être changée de l'intérieur, par le jeu des institutions elles-mêmes, je veux dire. Là où je pense que la France, c'est perdu, hein, mais à l'échelle macroscopique de la France, il faut l'insurrection pour les changer. À l'échelle microscopique d'une association comme celle-là, c'est possible de la changer par le jeu des votes, par le jeu de retournement d'opinion. Et en même temps, c'est une institution qui est assez puissante pour que ça serve à quelque chose de se battre à le faire. Donc, à la fin, c'est quand même un grand réseau d'anciens. Si on peut en faire quelque chose d'utile pour la nation. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, allez, on y va. Et alors, du coup, j'en profite pour ajouter juste une dernière chose. Moi, ce qui me frappe un peu chez vous, c'est que vous me faites penser aux polytechniciens qui existaient au tout début du XIXe siècle. C'est-à-dire, parce qu'en fait, la Révolution, en France, il y a eu une tendance insurrectionnelle de Polytechnique très tôt, hein, dans les années 1820-1830. Et c'est assez frappant de voir, on pensait que ça avait complètement disparu, et vous en êtes un représentant. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez dans cette filiation-là ou pas, mais je trouve ça assez... Faut pas la surestimer en réalité, hein. Ça a quand même été beaucoup mythifié par l'historiographie, mais effectivement il y a eu du monde, ouais. Il y a eu des morts et tout, pas grand monde. En 1830, je crois que c'était la dernière fois où ça a vraiment... les élèves sont sortis de l'école pour aller soutenir l'insurrection. Est-ce que je me revendique de ça? Non, quand même, faut pas exagérer. Laissons la gloire à ceux qui l'ont eu. Merci Régis Portales pour votre entretien pour la chaîne UE Le Référendum et pour votre soutien à la pétition référendum-ue.org. Merci à vous pour votre invitation, c'était un plaisir de discuter avec vous et de pouvoir exposer un point de vue librement.